bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Donc, on va essayer de voir tous, Inch'Allah, comment la fonction zeta de Riemann cache en quelque sorte la loi surtout des nombres premiers et sa liaison avec beaucoup de questions en théorie des nombres. Donc, on remonte un peu dans l'histoire des nombres premiers. Donc, les premières études qui ont été faites et qui ont été enregistrées et qui ont arrivé à nous, c'était l'étude qui a été faite par Euclide sur les nombres premiers. Il a montré donc que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc, il a procédé par l'absurde. Donc, en supposant que l'ensemble des nombres premiers est constitué seulement de n éléments, P1 jusqu'à Pn. Donc, il a considéré l'entier n qui est égal au produit de tous ces nombres premiers plus 1. Donc, Euclide il a montré tout d'abord un lemme, c'est que tout entier admet un diviseur premier. Et donc, en travaillant sur ce n, donc il a admis un diviseur premier, mais on peut voir facilement qu'aucun des PI ne peut le diviser, parce que sinon le PI va diviser 1. Et donc, ce qui donne le résultat par là. Donc, l'ensemble des nombres premiers ne peut pas être fini. Euclide a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les nombres parfaits. Ce sont les nombres n qui vérifient cette relation, c'est-à-dire n il est égal à la somme de ses diviseurs autres que lui. Donc, par exemple, le premier nombre parfait, c'est 6, parce que les diviseurs autres que 6 de 6, c'est 1, 2 et 3, et donc c'est en somme 1 plus 2, c'est 3, et plus 3, c'est 6. Donc, Euclide, en effet, il a montré un résultat générique pour les nombres premiers, pour les nombres parfaits. Il a prouvé que si 2 à la puissance p-1 est premier, alors 2 à la puissance p facteur de 2 à la puissance p-1 est parfait. Donc, on peut reconnaître ici les nombres de Mersenne, c'est les nombres premiers de Mersenne, 2 à la puissance p-1, qui ont été inventés plus tard, donc au XVIIe siècle. Mais un mathématicien musulman avait aussi conjecturé que la réciproque est aussi vraie. Donc, c'était Ibn al-Haytham, il a conjecturé que tout nombre parfait pair est de cette forme, c'est-à-dire il est de cette forme, 2 à la puissance p fois 2 à la puissance p-1 avec 2 à la puissance p-1 est parfait, avec 2 à la puissance p-1 est premier. Donc, c'était Euler qui a pu démontrer cette conjecture. Donc, Ibn al-Haytham aussi, c'était l'un des premiers à donner des caractérisations pour les nombres premiers. Parce que si on voit la suite des nombres premiers, donc par exemple 2, 3, 5, 7, 11, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber sur un nombre premier. On ne peut pas prédire l'existence, ou bien c'est le n il est premier, c'est le n suivant, où ça va se trouver le premier suivant. Donc, Ibn al-Haytham aussi il a donné cette caractérisation qui est aujourd'hui connue sous le nom de théorème de Wilson. Donc, n est premier si seulement c'est n divise n-1 factoriel plus 1. En effet, Ibn al-Haytham a été amené à considérer ce n-1 factoriel plus 1 parce qu'il a été devant un problème de congruence multiple, c'est-à-dire il a un système de congruence, donc il cherche un entier, par exemple, divisible par, donc si on le divise par 7, et il est divisible par 7, mais si on le divise par les autres nombres inférieurs à 7, on trouve 1. Donc il a fait ça, il a fait 6 factoriels. Donc le reste dans la division, c'est toujours 1 pour les entiers inférieurs à 6, parce qu'ils sont dans son factoriel, mais il a montré que ce nombre est divisible par 7. Aussi, l'une des inventions des Grecs, c'était le cri d'Ératosthène, qui permet de trouver les nombres premiers jusqu'à un rang donné. Par exemple, si on veut trouver les nombres premiers inférieurs ou égaux à 120, on va
énumérer tout d'abord tous les nombres, puis on va éliminer les multiples. Donc, on a 2, c'est un nombre premier, puis on va multiplier, on va éliminer tous les multiples de 2, donc 2, 4, 6, etc. 3 n'est divisible pas par 2, donc il est premier. Donc, aussi, on élimine les multiples de 3, donc 6, 9, etc. Et ainsi de suite. Et le reste, lorsqu'on va arriver ici, le reste, c'est tout ce qui reste, ce sont des nombres premiers. Donc, pour tester que Cn est premier, donc on doit procéder en quelque sorte par récurrence, c'est-à-dire on sait que par exemple 2 il est premier, on cherche le suivant, c'est 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n. N, soit on va le trouver c'est-à-dire l'un des multiples d'un nombre premier qui est inférieur au non. Sinon, donc, il est premier. Donc, Ibn Murakoshi a donné une amélioration très importante qui permet de réduire le nombre d'étapes pour la vérification. Donc, il suffit de vérifier si n est divisible par les nombres premiers p inférieur ou égal à racine de n. Donc, c'est cette forme de la crible qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui est utilisée. Donc, malgré tous ces progrès, les nombres premiers restent un secret éternel, comme Euler l'avait dit. Donc, il a dit que les mathématiciens ont essayé en vain de trouver c'est-à-dire une structure dans le nombre premier. Et il a dit qu'on a des raisons pour penser qu'on n'y arrivera jamais. Mais bloqué à ce niveau, c'est-à-dire à trouver une formule qui nous donne tous les nombres premiers, les mathématiciens n'ont pas baissé les mains, mais ils ont commencé à étudier, à voir les nombres premiers dans leur globalité, c'est-à-dire étudier une certaine fonction qui est liée à la distribution des nombres premiers. Donc, ils ont commencé par ces graphes, c'est-à-dire voir le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à certaines valeurs. Par exemple, les nombres premiers inférieurs ou égal à 5, donc il y a 2, donc c'est le 2 et 3, etc. Et on voit, donc cette fonction, c'est la fonction P, de comptage des nombres premiers. Donc c'est P de x, c'est le cardinal de P premier inférieur ou égal à x. Donc c'est le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égal à x. On peut remarquer que c'est-à-dire si on connaît cette fonction, on peut remarquer qu'on peut tester facilement les nombres premiers si un nombre est premier. Parce que lorsque le n est premier, donc on voit ici qu'il y a un saut, c'est-à-dire un 1 qui s'ajoute. Et donc, on a même une caractérisation. Donc, P premier, c'est seulement c'est P de P moins P de P moins 1 égale à 1. C'est-à-dire si P premier, c'est seulement si, lorsqu'on passe de P moins 1 à P, il y a un 1 qui s'ajoute au cardinal. Donc, les travaux ont commencé donc dès le XVIIIe siècle avec Legendre, qui avait conjecturé que P de x est équivalent à x sur log de x moins ce nombre, moins 1,08. Donc, en faisant des calculs et en utilisant les tableaux du logarithme, Legendre avait conjecturé qu'à l'infini, P de x il est équivalent à cette valeur. Donc, on peut remarquer que x sur log de x, il est équivalent à ça, donc à l'infini, ils sont équivalents, c'est le même ordre. Donc, sous cette forme, c'est ce qu'on appelle le théorème des nombres premiers. C'est-à-dire, à l'infini, la probabilité que x soit entier, c'est 1 sur log de x. Donc, c'est la densité de probabilité, c'est-à-dire si on divise p de x par x, c'est 1 sur log de x. Donc, Gauss, en 1849, avait remarqué qu'on peut améliorer cette approximation en introduisant la fonction LI, c'est l'intégrale logarithmique. Donc, c'est l'intégrale de 2 à x de dt sur log de t.
Donc, il a fait des calculs, il a trouvé, c'est la différence entre le comptage réel, c'est-à-dire le nombre réel des nombres premiers, le nombre vrai des nombres premiers, et ça, c'est l'approximation par le logarithme. L'intégrale logarithmique, et ça, c'est l'approximation par la formule de Legendre. Donc, on peut remarquer qu'à partir d'ici, donc, l'écart ici est plus petit qu'ici. Donc, en 1845, Bertrand a postulé qu'il y a toujours un nombre premier entre n et 2n. Donc, en quelque sorte, il a conjecturé que P de x moins P de x sur 2 est supérieur ou égal à 1. Et c'était Chibyshev qui a pu montrer ça en 1851. Donc, il a montré que le postulat de Bertrand est vrai. Il a même montré une chose qui est plus importante, c'est que si le ratio P de n sur cette quantité, donc si il a une limite, alors cette limite, c'est 1. Donc, mais il n'a pas pu montrer que P de n sur log de n avait une limite, avait une limite. Donc, en 1737, Euler introduisait la fonction donc, qui est portée aujourd'hui le nom de la fonction zeta de Riemann. Donc, c'était dans le cadre de l'étude d'un problème célèbre, c'est le problème de base, c'était déterminer la somme de 1 sur n carré, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur n carré. Donc, Euler a réussi à trouver la valeur, c'est p carré sur 6, c'est la même donnée les valeurs pour tous les nombres pairs, donc c'est-à-dire pour 1 sur n à la puissance 4, pour 1 sur n à la puissance 6, etc. Il a étudié cette fonction et ce qui est spectaculaire, c'était sa liaison avec les nombres à travers ce qu'on appelle le produit de l'air. Donc, il avait montré que cette somme égale ce produit. Donc, cette formule, en quelque sorte, euh, c'est l'analogue analytique, du théorème fondamental de l'arithmétique qui stipule que tout nombre n peut être décomposé en facteurs du nombre premier. Et en utilisant cette identité, Euler a montré que la série des inverses, c'est-à-dire la série harmonique des nombres premiers, c'est-à-dire on prend seulement les inverses des nombres premiers, divergent. Et donc on a ici une nouvelle démonstration de l'infinitude des nombres premiers. Donc, mais ce qui va changer la carte, en quelque sorte, c'est les travaux de Riemann. Donc, avec son papier pionnier de 1859, où il a étudié la fonction zeta, la fonction, c'est-à-dire cette fonction qui a été introduite par Euler, donc l'ensemble de 1 sur n et la prolonger cette fonction dans le domaine complexe. Et elle a pu donner une formule exacte pour P de X. On va voir comment elle a fait. Donc, Euler, donc, on sait que cette fonction, on peut voir ça, c'est absolument convergente dans le demi-plan réel de S supérieur strictement à 1. Et dans ce domaine, on a l'identité qu'on a citée, c'est-à-dire le produit de l'air. Donc, ça, ici, on note S égale à ça, sigma plus T. Donc, Euler avait pensé à trouver une formule pour cette somme, mais qui peut être prolongée dans tout le plan complexe. C'est-à-dire trouver, parce que cette somme, elle est convergente seulement dans le demi-plan réel de S supérieur strictement à 1. L'idée plutôt de Riemann, c'était de trouver une autre formule pour définir cette fonction, mais qui soit valable dans tous les plans complexes. Donc, il a utilisé la fonction gamma de l'air. Donc, il a utilisé cette intégrale. Et donc, on a ici 1 sur n à la puissance s. Et donc, on va faire la somme sur 1 sur n à la puissance s. Donc, on va trouver gamma de s moins 1 par zeta de s, c'est l'intégrale. Le 1 sur l'exponentielle de x moins 1, c'est la somme de cette série géométrique. Il a lié cette intégrale 0 à l'infini, ça, il l'a lié à une intégrale sur un contour infini qui
qui ne touche pas l'axe derrière. Donc, il a trouvé cette relation. Donc, il a développé des calculs pour trouver enfin ce qu'on appelle l'équation fonctionnelle. Donc, c'est l'équation fonctionnelle qui est vérifiée par la fonction zeta de Riemann. Donc, zeta de S, c'est 2 à la puissance S fois ça, etc. Donc, on peut remarquer que les zéros de zeta, on remplace par les entiers négatifs, on va trouver que zeta de moins 2k égale à 0. Parce qu'on a ici un sinus de ps sur 2, ça serait moins kp, donc c'est 0. Donc, ces zéros, on les appelle les zéros triviaux de la fonction zeta de Riemann. Donc, ça, c'est un extrait de Riemann. Donc, Riemann, il a remarqué que si on écrit S égale à 1 sur 2 plus TE, et en posant ci de T cette nouvelle fonction qui est égale à zeta de S fois P à la puissance moins S sur 2 fois S moins 1 fois gamma de S sur 2, cette fonction, il est entière. Donc, il est holomorphe dans tout le plan complexe. Et donc, l'idée de Riemann, c'était de trouver le logarithme log de cette fonction, c'est-à-dire log de xi de t. Et donc, on aura ici log de zeta, etc. Plus des termes qu'on peut calculer. Mais donc, Riemann était intéressé à log de zeta de S. Mais pour passer à log de zeta de S, il a passé à travers la fonction xi qui est entière et donc il peut trouver son logarithme en fonction de ces zéros. Donc, et dans l'équation log de zeta de S, en utilisant le produit eulérien, donc zeta de S sur le produit, donc si on prend le log, donc c'est moins la somme des logs, et en utilisant le développement limité du logarithme, donc on va trouver cette série. Donc on a la somme des inverses de P à la puissance S plus 1 demi, la somme des inverses de P carré à la puissance moins S, etc. Donc, Riemann, pour chercher la valeur exacte de P de X, c'est-à-dire le nombre des nombres premiers inférieurs égal à X, il avait l'idée de remplacer P moins S et P moins à la puissance moins 2S, etc. par des intégrales. Donc, il a remplacé P à la puissance moins S par S, l'intégrale de P à l'infini, X à la puissance moins S moins 1, P à la puissance moins 2S par S fois l'intégrale de Pi carré à l'infini, etc. Donc, on obtient ainsi log de zeta de S sur S, le S il est ici, donc c'est l'intégrale de 1 à l'infini de f de x fois x à la puissance moins S moins 1. Avec f de x, ce n'est autre que grand f de x plus 1 demi f de x à la puissance 1 demi, etc. Et cette grand f de x, c'est ce qu'on a noté p de x. Donc, c'est la fonction. Ou bien c'est une forme variée de cette fonction. Donc, il ne diffère de p de x que d'un petit terme. Et donc, l'idée de Riemann, c'est quoi? C'est trouver f de x qui est égal à cette somme, trouver f de x à partir de ce logarithme, etc. Donc, le logarithme, il va l'exprimer à travers log de xi, et donc, puis, inverser cette relation. Cette relation, donc, qui est donnée. Donc, il a trouvé que f de x égale à ça. Donc, à partir de cette relation, il a trouvé que f de x égale à ça. Donc, c'est l'intégrale logarithmique moins la somme sur alpha. Alpha parcourt les zéros de la fonction xi. Ce sont les zéros de la fonction xi de t qu'on a noté, plus un terme ici. Et donc, vous voyez ici le 1 demi. Donc, l'hypothèse de Riemann stipule que tous les racines de xi de t sont réelles. Et donc, en trouvant cette fonction f de x, donc on a f de x égale à la somme de 1 sur n, f à la puissance, de x à la puissance 1 sur n. Et donc, en inversant cette formule, en utilisant la fonction de Mobius, puis la fonction de Mobius qui donne le nombre de facteurs premiers d'un entier, donc, et il a pu trouver f de x. Donc, c'était ça l'idée de Riemann. Donc, passez tout d'abord
partie de t pour exprimer le logarithme de zeta de s, et puis le lier à cette fonction f de x qui est la somme de ça, et donc puis inverser la relation pour trouver grand f de x. Donc sur ce graphe, on a la différence entre t de x et li de x. Donc la différence, donc l'hypothèse de Riemann, il est équivalente à ce que cette différence est un grand taux de x à la puissance 1 sur 2, c'est-à-dire grand taux de racine de x. C'est-à-dire cette différence, elle a une ordre de grandeur de racine de x. Donc maintenant, je vais vous présenter, bien, je vais parler dans deux diapos 3 sur l'axe de recherche que j'ai choisi. Donc, c'est la détermination des valeurs de zeta de 2n plus 1. Donc, zeta pour les nombres impairs. Donc, pour les nombres pairs, donc, Euler a fait le travail. On sait toutes les valeurs de zeta de 2n. On sait toutes les valeurs pour les zeta de moins 2n, on a vu que c'est 0. Ce sont les zéros prévus. Et pour zeta de 2n plus 1 avec n négatif, donc aussi, on a des formules. Mais il reste zeta de 2n plus 1, donc c'est-à-dire zeta de 3, zeta de 5, etc. Donc, on connaît peu de résultats. Donc, en 1979, Appéré a montré que zeta de 3 est irrationnel. En 2000, Rivol a montré qu'il y a une infinité des rationnels dans la suite zeta de 2n plus 1. Puis en 2002, Zudilin a montré qu'au moins l'un des quatre valeurs était rationnel. Zeta de 5, zeta de 7, zeta de 9, zeta de 11, mais on ne sait pas, on ne peut pas dire par exemple que zeta de 7 est rationnel. Donc jusqu'à présent, on ne connaît pas si zeta de 5 est rationnel ou non. Donc, l'axe de recherche, c'est la détermination de la nature arithmétique des valeurs de zeta aux entiers impairs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont rationnels ou bien irrationnels? S'ils sont irrationnels, est-ce qu'ils sont algébriques ou transcendants? À ce jour, on ne sait même si les états de 3 sont transcendants ou non. Donc, pour l'une des pistes pour étudier les rationalités des états de 2n plus 1, c'est à travers ces formules. Donc, B2n plus 1 de R. B2n plus 1, ce sont les polynômes de Bernoulli. Ce sont des polynômes à coefficients rationnels. Donc, si on évalue cette quantité dans un R qui est rationnel, alors on va trouver le terme à gauche, il est rationnel. Donc, parce que ça, c'est un polynôme à coefficients rationnels. Donc, ici, on a le 2P, etc. Mais ici, on a le sinus. Donc, l'idée qu'on veut étudier, c'est-à-dire si supposé par exemple zeta de 3 il est rationnel, écrire ici R, c'est-à-dire on va remplacer C par zeta de 3. Écrire ici P sur Q, et donc le sinus avec le 2Pn, donc il y aura une certaine périodicité. Donc on aura une somme ici qui est finie. C'est-à-dire par exemple 700 ou bien 900 de certaines séries où il n'y a pas le sinus, où il n'y a pas le sinus. C'est ça l'avantage, c'est de se débarrasser de ce sinus. Et donc, il essaye de trouver une contradiction, c'est-à-dire supposer que le zeta de 3 il est rationnel et le plonger dans cette relation et se débarrasser du sinus et trouver quelque chose. Ou bien notre relation B2n, donc il y a ici le cosinus. Donc l'avantage de cette relation qu'il y a ici n à la puissance 2n, c'est-à-dire les paires dont on connaît les valeurs exactes qui ont été données par. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des remarques ou des questions.